Rice, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, bonjour. Bonjour à nouveau, Madame Samba Panza. Nous allons donc poursuivre avec les questions des juges. Et comme je vous l'ai dit, je pense que cela prendra environ une demi-heure. Enfin, je ne sais pas exactement, mais ça ne sera pas très long en tout cas, Madame Samba Panza. Madame Samba Panza, que pouvez-vous nous dire au sujet des objectifs des anti-Balaka? Qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir? Monsieur le juge, je suis embarrassée par cette question. Les anti-Balaka savent mieux que moi ce qu'ils voulaient obtenir. Moi, tout ce que je sais au vu des documents, au vu des déclarations des anti-Balaka, c'était pour la plupart des représailles contre les Séléka et les pro-Séléka et les musulmans qui ont aidé les Séléka à prendre le pouvoir et à avoir commis tous ces crimes que nous déplorons en tous. Je pense que pour la plupart des anti-Balaka, ils étaient mus par cet esprit de vengeance, mais surtout de faire dégager donc le pouvoir Séléka qui est à l'origine donc des crimes que nous déplorons et que nous avons connus. D'après moi, c'est essentiellement cela. Par la suite, j'ai eu des notes d'information, j'ai eu des indications disant qu'ils voulaient reprendre le pouvoir, aider à ramener le président Bozizé au pouvoir. Là-dessus, quand on voit certaines revendications et certains positionnements politiques, on se pose des questions, mais je n'ai pas d'éléments pouvant vous confirmer cela. Thank you, Madam. Question, merci, Madame Samba Panza. Je souhaiterais montrer le document CAR-OTP 2020-1863 à 7 minutes 31 jusqu'à 8 minutes 30. C'est une interview que vous avez accordée, intercalaire 23, la transcription est CAR-OTP 21 22 94 01 à 9403, ligne 89 jusqu'à 99. Et il s'agit de l'intercalaire 44 pour les interprètes. Lorsque vous êtes prêts, faites-moi signe. Ah, déjà. DG de l'ENERCA. S'il n'est pas DG de l'ENERCA, il est DG de SOCAT. We are not ready. We are not ready. Le président, non, nous ne sommes pas prêts. Ce n'est pas un problème. There is overlapping speakers, so to speak. Le juge président, il y a plusieurs orateurs qui s'expriment en même temps, Madame Samba et moi-même. Donc nous allons reprendre dès le début. Et Madame Samba Panza, s'il vous plaît, écoutez. Et ensuite, je vous demanderai, donc, je poserai des questions à ce sujet. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'agit de désarmer ou de ne pas désarmer le 3e arrondissement. Can we play it now? Okay, then please. Est-ce que nous pouvons le diffuser maintenant? Très bien. Problème. On a désarmé certains quartiers.
On a commencé à désarmer le 5e arrondissement, où il y a une grande communauté musulmane. Dès qu'on a commencé à désarmer ces communautés musulmanes, elles ont fait l'objet d'attaques d'anti-Balaka. Il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises dans ces quartiers-là. Quand on m'a demandé de désarmer le 3e arrondissement, j'ai dit hop là, avec l'expérience du 5e, si on désarme le 3e, on va livrer ces communautés musulmanes aux anti-Balaka. Si nous n'avons pas suffisamment d'hommes pour protéger le quartier, pour protéger ces communautés-là, il vaut mieux ne pas désarmer. Je sais l'armement lourd qui existe dans le 3e. Je sais comment c'est une poudrière, mais c'est une opération qui doit être menée en temps opportun et de manière organisée. Voilà pourquoi j'ai refusé qu'on désarme le 3e arrondissement. Madame Samba. Le juge président, Madame Samba Panza, est-ce que vous vous souvenez plus ou moins quand cette question du désarmement ou du non-désarmement du 3e arrondissement a été soulevée? Vous vous souvenez? Quand est-ce que cela s'est passé? Tout à fait, je m'en souviens très très bien. Le problème du désarmement du 3e a été récurrent. Récurrent, ça a été vraiment une question essentielle et une revendication essentielle pour les anti-Balaka. Et ma réponse est claire. Vous l'avez écouté, ma réponse est claire et ma position également est claire. Je ne voulais pas livrer des gens non armés à la vindicte des anti-Balaka. Parce que, comme je l'ai dit dans mon interview, dans le 5e, dès qu'il y a des musulmans non armés ou qu'on a évacué des Séléka et que les populations musulmanes civiles non armées étaient là, ils étaient exposés. Et donc, je ne voulais pas prendre cette responsabilité d'attaque contre des populations musulmanes non armées. Mais ça faisait partie des revendications insistantes des anti-Balaka et des populations également, pas que les anti-Balaka. Je connaissais les conséquences du désarmement non organisé du 3e arrondissement, qui était une population à 95% musulmane. Question. Et est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que cela s'est passé pendant votre mandat? Est-ce que ce fut pendant la première partie de l'année 2014 ou plus tard? Est-ce que vous avez une idée vague de quand est-ce que cela a fait l'objet de discussions? Oh, dès 2014, hein. Dès 2014, la question du désarmement du 3e arrondissement s'est posée. Tout le temps, les populations ont demandé que le 3e arrondissement soit désarmé parce que beaucoup de musulmans ou de quittaient le 3e arrondissement pour aller commettre des actions dans les autres quartiers. Donc, il fallait éviter de donner la possibilité aux non-chrétiens ou aux musulmans qui étaient dans le kilomètre 5 d'aller mener des exactions dans les quartiers environnants. Madame Samba. Question Madame Samba Panza. Malheureusement, une fois de plus, il y a eu un petit problème de connexion. Donc, est-ce que vous pourriez répéter votre dernière phrase, s'il vous plaît? Mais cet après-midi, c'est la première fois que cela se passe. Donc, pour le moment, tout va bien quand même. Monsieur le juge, il n'y a pas de problème. Oui, je disais qu'il n'était pas possible, sachant comment les choses se déroulaient sur le terrain, de désarmer une partie de la population, notamment musulmane, pour les laisser à la merci des anti-Balaka qui étaient armés. Et le 3e arrondissement, c'est une population à 95% musulmane. Si je décidais de désarmer le 3e arrondissement, les populations musulmanes qui sont dans le 3e arrondissement allaient être exposées à la vindicte des anti-Balaka. Non. Question. Alors maintenant, nous allons complètement changer de sujet et nous allons parler d'argent, premièrement.
Alors, est-ce que la présidence ou l'État a jamais fourni de l'argent soit au Séléka, soit aux anti-Balaka? Je peux vous dire que moi, en tant qu'autorité de la transition, je n'ai jamais fourni de l'argent au Sénégal en tant que tel. D'abord, je l'ai recevé beaucoup moins que les anti-Balaka. Les anti-Balaka ont reçu des frais de mission quand on allait au forum de Brazzaville. Il y a une liste qui a été établie et qu'ils ont déchargé. Cela dit, je reconnais que quand je reçois les anti-Balaka en réunion et quand ils sortent en tant que maire, connaissant leur situation, voyant comment beaucoup sont dans des difficultés, je leur donne un petit quelque chose pour leur permettre de s'en sortir, tout simplement. Ce n'était pas un financement, c'était un geste maternel que je faisais pour ces anti-Balaka. Beaucoup, c'était des jeunes qui étaient là, qui sont venus de l'intérieur, qui n'ont rien, qui pesaient sur Ngaïsona. Mais moi, quand il y avait des réunions, ce n'était pas systématique, mais à la sortie de certaines réunions, je donnais une enveloppe en leur disant payer le trajet retour ou quelque chose comme ça. Ça, je l'ai fait. Thank you. Question, merci. Et toujours à propos d'argent, que pouvez-vous nous dire au sujet de cet argent qui a été fourni par l'Angola? Vous savez, avec certains témoins ici, il en a été question. Vous y avez fait référence dans la déclaration lors de la phase d'enquête. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être essayer d'éclairer notre lanterne à ce sujet? Que s'est-il passé? Avec votre permission, monsieur le juge, j'aimerais m'abstenir d'évoquer cette question qui m'a beaucoup humilié. Avec votre permission. Well, I think we would. Question. Écoutez, je pense que nous allons accepter ceci. Mais voilà, je vais être franc. Ne pensez-vous pas qu'il serait utile que vous nous présentiez votre point de vue au sujet de ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce que Madame... non, Madame Streven, c'est pas la peine d'intervenir. Madame Samba-Paza, vous savez qu'il y a eu des allégations, des accusations, et la Chambre, en fait, elle aimerait connaître votre point de vue à ce sujet. Nous aimerions entendre cela. Je pense que ce serait quelque chose d'opportun pour vous. Peut-être que vous pourriez réfléchir, peut-être que vous souhaiterez développer un peu ce propos. Monsieur le juge, j'ai réagi ainsi parce que j'ai vu une note de la Chambre m'accusant de détournement. J'ai vu une note qui a failli m'empêcher de témoigner. La façon dont j'ai été prise à partie et accusée de détournement et que ma moralité a été mise en cause, je me suis sentie attaquée et donc j'ai failli ne pas accepter de témoigner. Mais mes engagements ont été plus forts que mes sentiments et donc c'est pour ça que je suis là. Vous savez, on est en politique, monsieur le juge, et en politique, tout est permis. La politique est un domaine très, très sale. D'ailleurs, je n'ai jamais été vraiment en politique de manière volontaire. La politique a croisé mon chemin et compte tenu de mes engagements et de ma conscience citoyenne, j'ai accepté de mener des actions politiques. Le don angolais, c'est très simple. Quand on est arrivé à la tête de la transition au mois de janvier, les caisses de l'État étaient vides. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien, il n'y avait aucune administration. Le trésor public ne fonctionnait pas, il n'y avait rien. Il y a eu une réunion de la communauté internationale à Addis Abeba qui a décidé que chaque membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale participe à hauteur de 5 milliards de francs CFA. Ça correspond à je ne sais plus combien en dollars. En tout cas, 5 milliards de francs CFA chaque État. Nous avions donc
certains membres qui pouvaient contribuer et puis d'autres qui n'étaient pas en mesure de contribuer, même si on leur a demandé. Can you stop? Est-ce que vous pouvez vous interrompre, Madame Samba Panza? Là, le son commençait à se détériorer. J'aimerais utiliser cette pause, qui n'est pas naturelle d'ailleurs, pour vous assurer que personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Personne ici ne vous accuse de quoi que ce soit, Madame. Le fait est que certains témoins qui sont venus ici ont mentionné cette question, et étant donné que vous êtes également témoin, je pense, et mes collègues juges pensent également, que par souci d'équité envers vous, il est utile de vous donner la possibilité de nous raconter ce qui s'est passé. Donc, c'est en quelque sorte une tentative pour être équitable et juste envers vous-même. Et également, nous pensons à votre ancien rôle en tant que présidente. Donc, ne vous méprenez pas quant aux intentions de la Chambre, Madame. Voilà, peut-être que vous pouvez poursuivre maintenant. Bien, monsieur le juge, donc je disais qu'il a été décidé à une réunion à Addis Abeba que les membres de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, puissent aider la République centrafricaine compte tenu de ses difficultés. L'État a besoin de fonds, de ressources pour relancer donc ses activités, son fonctionnement. Et donc, il a été décidé que chaque État puisse donner 5 milliards de francs CFA. Certains États ont fait des virements directement au niveau du Trésor ou au niveau de la Banque centrale au Cameroun. L'Angola n'étant pas de la zone CFA, l'Angola a décidé d'amener une contribution en espèces en 2 fois. L'Angola a décidé. Une première fois, l'Angola a amené 2,5 milliards en dollars. Nous l'avons amené aux 2 banques ou 3 banques de la place qui ont refusé de prendre l'argent. Ils estimaient qu'ils n'étaient pas sous le franc sur le dollar et qu'ils ne pouvaient rien faire. Et donc, ils ont refusé de prendre cet argent. Nous avons décidé d'envoyer une mission au Cameroun avec cet argent en espèces, 2,5 milliards en espèces au Cameroun pour le changer. Nous avons pu le changer à Douala, à Ecobank Douala. Ils sont revenus avec cet argent que nous avons reversé au Trésor. L'Angola a amené par la suite encore 1,5 milliard. Nous avons fait la même opération que nous avons reversée au Trésor public. La dernière tranche de 1,5 milliard, nous avons fait la même opération. Et quand l'équipe est revenue avec les 1,5 milliard, nous nous sommes dit qu'il y a trop de besoin d'argent pour qu'on puisse le reverser au Trésor et que ça puisse reprendre tous les circuits que nous connaissons. On a essayé de voir les dépenses les plus urgentes et puis les dépenses également qui relèvent de la souveraineté de l'État, les fonds spéciaux, etc. Et nous avons décidé de mener ces dépenses-là. Il y avait un tableau qui a été fait avec les bénéficiaires, avec les dates de décaissement, etc. Et tout ce tableau avait été fait, que nous avions, que nous tenions. Il y a eu une réunion au Cameroun du FMI et on nous a demandé de déclarer la gestion de tous les fonds qui ont été reçus. On a envoyé copie de ce tableau. C'est la copie de ce tableau qui a posé problème. Quand on a envoyé copie de ce tableau, bien entendu, ceux qui n'attendaient que cette occasion ont dit voilà, il y a 1,5 milliard que la chef de l'État a géré sans transparence, c'est un détournement, etc. et tout, et ça a créé beaucoup de problèmes. De vérifier l'utilisation de ces fonds et de voir dans quelle mesure on peut faire des régularisations. Le FMI ont pris les
We have just to Question, nous devons vous interrompre, Madame Samba Panza. Encore une fois, un problème de connexion. Mais juste avant qu'il y ait ce problème de connexion, est-ce que j'ai bien compris lorsque je dis que toute la somme, tout l'argent d'Angola est allé à l'État de la République centrafricaine et il a été dépensé dans l'intérêt public? Est-ce que c'est une bonne façon de résumer ce que vous venez de dire? Que la dernière tranche n'a pas été reversée au Trésor public, a fait l'objet de dépenses qui ont été régularisées sur demande et contrôle du FMI et de la Banque mondiale. Et donc, il y a eu des entrées qui ont été enregistrées au Trésor avec des sorties des dépenses correspondantes. Donc, c'est équilibré. Mais évidemment, le commun des mortels et les politiques ont extrapolé sur cette question. Question, merci beaucoup, Madame Samba Panza. Merci pour cette explication. Alors, j'en arrive maintenant à notre dernier thème. Vous avez fait, ou plutôt, vous avez renvoyé la situation République centrafricaine à la Cour. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ceci? Juge, au vu de la situation qui prévalait dans mon pays depuis août 2012 à peu près, avec les pics de violence qu'on a connus en décembre 2012, puis en janvier, février 2014, j'estimais qu'il ne fallait pas laisser les crimes commis impunis et qu'il fallait essayer d'identifier les auteurs et essayer de les faire endosser la responsabilité de leurs actes. Cela était très important, et pour les victimes et pour les populations. L'impunité a toujours été le principe dans notre pays. Et cette fois-ci, je me suis dit, en tant que juriste, en tant que activiste des droits de l'homme, qu'on ne pouvait pas rester tous ces crimes impunis. Seulement, je n'avais pas de structure judiciaire qui pouvait mener les enquêtes sur le terrain de tous ces crimes. Comme je vous l'ai dit, les structures de l'État étaient totalement effondrées. On n'avait ni armée, ni police judiciaire, ni tribunaux qui étaient en mesure de mener les enquêtes et déterminer les responsabilités, les poursuites et les sanctions correspondantes. Alors je me suis dit que la plupart de ces crimes relevant des crimes prévus par la loi internationale, il ne me restait plus qu'à demander à la Cour pénale internationale d'ouvrir un dossier, de mener des enquêtes pour identifier les criminels. Et puis, je voulais totalement déférer cette situation de la République centrafricaine à la Cour. Mais tout en déférant cette situation à la Cour, j'ai essayé de restructurer les services judiciaires. J'ai, avec l'appui de la communauté internationale, mis en place une cour pénale spéciale qui pouvait également connaître des crimes et des actes qui ne relevaient pas totalement de la Cour pénale internationale. Donc, j'ai essayé de mettre la justice au devant de mes priorités. I would like Question. J'aimerais vous montrer un document, Madame Samba Panza, intercalaire 34, carreau TP 2087 90 07. Ah non, excusez-moi, c'est un autre document. Carreau TP 2001
3, 2, 6, 8. Excusez-moi. Donc il s'agit de l'intercalaire 34 et peut-être qu'on pourrait l'agrandir un peu pour le témoin. Est-ce que vous connaissez ce rapport? Est-ce que vous avez une petite idée au sujet de ce rapport? Oui. And let's show the Question. Et est-ce que nous pourrions montrer la dernière page au témoin, s'il vous plaît? 3, 2, 2, 8. Ou 3, 2, 8, 8. Je reprends l'interprète. Oui, vers le bas, s'il vous plaît. Vers le bas. C'est le nom qui m'intéresse. Donc, il semblerait que cette personne, Gabriel Faustin Gboudou, a rédigé ce rapport. Il a été terminé le 9 septembre 2014. Est-ce que vous avez parlé de ce rapport avec Monsieur Baudou? Le juge, Monsieur Gabriel Faustin Baudou, était membre du gouvernement. Donc, c'est un juge de haute expérience et dont nous lui avons confié ce dossier, ce document. Il a dû nous le présenter en Conseil des ministres. So let's go. Le président. Passons, s'il vous plaît, à la page 32-86, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord... Oui, voilà, ici. Monsieur Ngaïsona est cité et ses responsabilités supposées. Quelles étaient les sources d'information de Monsieur Baudou pour faire figurer cela sur le document? À partir de tous les documents qu'on recevait, les notes confidentielles, les notes de gendarmerie, les notes d'information, à partir de tous ces éléments, d'ailleurs, cela corrobore bien avec certaines de mes déclarations. Donc, il n'y a pas de problème. Nous avions des notes que nous avons fournies au bureau du procureur sur toutes ces personnes-là. And also when we go down a little bit, this Si on peut descendre un petit peu sur la page, même question en ce qui concerne Monsieur Yekatom, qui est mentionné également ici, ainsi que son rôle dans la Lobaï. Tout à fait. okay. Le président, très bien. Voilà donc les questions que les juges souhaitaient poser à ce témoin. Madame Samba Panza, je souhaiterais vous remercier d'avoir fait preuve de toute cette patience en répondant à nos questions aujourd'hui. Vous avez toujours accepté de bonne grâce de répéter lorsque cela a été nécessaire. Nous allons reprendre demain à 9h30 et... Madame Struyven, pour ce qui est des questions que vous posez ou que vous poserez à Madame Samba Panza, nous vous conseillons vigoureusement de revoir certaines de vos questions et peut-être de raccourcir votre interrogatoire. Nous nous retrouvons demain à 9h30.